ton émission Good Vibes de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le NJ Show. On est ravis de vous accueillir pour cette première sur Standing Media. Moi c'est NJ, vous m'avez peut-être déjà vu en live sur TikTok. Je suis artiste et aujourd'hui je suis entourée d'une équipe de chroniqueuses au top pour passer un super moment avec vous. Alors pour commencer, pour vous présenter ma première chroniqueuse, Marilyn, c'est la vie qui l'a mis sur ma route. On a fait les 400 coups dans le bien-être ensemble et elle en a fait son métier. Elle est sophrologue, nutritionniste et elle a monté un centre de santé à Bois-Colombes. Marilyn est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, ma belle ? Je vais super bien. Bonjour à tous. Pour continuer, notre deuxième chroniqueuse sera Jessie. Elle est avocate et spécialiste en propriété intellectuelle. Comment tu vas, ma belle ? Bonjour à tous, ça va très bien. Et enfin, DJ Joya, elle enflamme les dance floors à travers le monde et elle est avec nous aujourd'hui et elle n'a dormi que 2 heures, alors merci d'être là. Bonjour, un plaisir malgré ces 2 heures de sommeil d'être avec vous aujourd'hui. Trop bien, on a prévu beaucoup de caféine pour toi, ne t'inquiète pas. C'est super, let's go. Au programme aujourd'hui, on commencera par le mood de la semaine et les news. On verra ensuite qu'est-ce qui a buzzé et c'était les influenceurs à Dubaï. Le coup de gueule, Matt Damon. L'histoire de ouf, c'est Arnaud Demange cette semaine. Le gros dos, c'est le Midem à Cannes avec les perspectives de la musique en 2026. 3 questions à Joya sur sa vie de DJ. La tendance, ce sera le minimalisme. Et notre sujet bien-être, les conseils de Marilyn, ce sera sur le summer body. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles ? Ouais. Oui. Go, et ben c'est parti. Les amis, on va commencer par le mood de la semaine. Ok, alors comment vous vous sentez aujourd'hui ? Comment s'est passée cette semaine, les filles ? Marilyn. Pour moi, une semaine super enrichissante avec hier des rencontres magnifiques avec des patients au cours d'une marche. Donc je suis pleine d'énergie et de vitalité aujourd'hui. Génial, une marche donc avec des personnes qui avaient des particularités. Oui, qui ont du diabète et qui du coup on organise une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois, une petite marche pour qu'ils puissent aussi prendre conscience de l'intérêt de l'activité physique. Trop bien, effectivement, super initiative. Bravo pour ça. Merci. Jessie, comment s'est passée ta semaine ? Alors ma semaine était très intense, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Quand on est avocat, on travaille beaucoup dans son bureau et on a aussi pas mal de déplacements. On doit se déplacer dans les tribunaux et donc c'est très intense. Et Ok. C'était très bien, très agréable. Eh ben super. Et toi, Joy, alors ? Une semaine intense aussi, avec un week-end aussi chargé en événements. Le vendredi, j'ai participé à une soirée qui s'est passée à Lieu Saint, à Caliceo, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, un spa. Et chaque année, pendant le mois de mars, ils font une soirée only femmes. Et j'ai mixé dans le spa pendant cette soirée-là. C'est génial. Donc, ça, c'est... Les filles étaient déchaînées, c'était incroyable. Et ensuite, hier, j'ai mixé dans un club dans Paris. Voilà, ce qui s'est super bien passé, d'où mes 2 heures de sommeil. Mais c'était une belle semaine et tout va bien. Trop bien, une spa party, j'adore le concept. Ça fait envie quand Ça même. fait envie, hein. Ah ouais, carrément. Ça vaut le détour, c'est un concept, vraiment. J'adore l'idée. Et ben écoutez, moi, semaine riche en déceptions. Voilà. En fait, c'était assez drôle parce qu'en même temps, j'ai été déçue par plein de trucs et en même temps, j'ai plein de choses qui se sont débloquées. Donc c'est là que tu te rends compte que des fois, il y a un ménage qui se fait où t'as des trucs qui sortent du champ pour que d'autres trucs puissent rentrer. Donc c'était très émotionnant tout ça, mais au final, comme toujours, on se concentre sur le positif, vous savez. Et on est dans le NJ Show, donc ici en positif de toute façon. On va passer aux news de la semaine. Et la première, c'est le rappeur Lil Wayne qui a ouvert une clinique médicale gratuite à Los Angeles. Elle s'appelle la Soul Humanity Health Center et elle offre gratuitement des soins aux personnes sans abri. Le projet se veut discret, il en a très peu parlé médiatiquement et a pour objectif de créer un réel impact et de laisser un héritage positif au-delà de la musique. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Je trouve que c'est une super initiative, prendre soin des plus pauvres, de ceux qui ont le moins accès en fait à la santé. C'est une magnifique initiative.
forcément le principe d'aider son prochain. Je trouve que c'est honorable de sa part et ça montre à quel point, malgré qu'il soit artiste, il reste humain. Trop bien. Et toi, Jessie, t'en penses quoi? Je trouve que c'est un super acte de générosité, d'autant plus qu'il en a peu parlé. Alors certes, nous, on diffuse ce message aujourd'hui, mais peut-être que la vraie générosité, elle est là où on n'annonce pas ce qu'on a donné. C'est trop beau. Alors la prochaine news, elle s'est passée en Afrique du Sud, Marilyn. Tout à fait. Donc une nouvelle étude confirme les bienfaits des contacts intergénérationnels pour les personnes âgées. L'expérience a été menée, donc, comme tu l'as dit, en Afrique du Sud dans un EHPAD. Les pensionnaires ont reçu plusieurs fois par semaine la visite d'enfants de 3 à 5 ans, donc des petits-enfants, qui venaient jouer au ballon et faire des puzzles ou encore chanter avec eux. Les retraités qui souffraient de dépression, et on sait qu'il y en a beaucoup, ont vraiment vu leur état émotionnel s'améliorer. L'occasion de vous rappeler à tous que si vous avez la chance d'avoir encore des personnes âgées dans votre entourage, prenez soin d'eux. Mais oui, c'est tellement important. En tout cas, très belle initiative. On espère que ça va un peu plus se développer en France. Je crois que tu avais écho que c'était déjà un peu en projet. Oui, je pense que dans certaines régions, on a la chance, nous en France, d'avoir des EHPAD avec des directeurs qui sont super motivés et qui créent ou accueillent des crèches dans leurs locaux ou juste à côté pour pouvoir avoir des temps d'échange. Alors, il me semble qu'il existe également en France une association qui met en relation des jeunes avec des personnes âgées et qui crée ce contact intergénérationnel qui a évidemment pour vertu de permettre à chacun de partager son expérience et de peut-être grandir ensemble. C'est magnifique, comme quoi les initiatives se multiplient en ce sens. Alors Jessie, je crois que tu as une news dans la Drôme, ma région d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors effectivement, dans la Drôme, le directeur du Collège de l'Europe a remplacé les heures de colle par du bénévolat au Resto du Cœur. Donc le principal a précisé que cette approche visait à amener l'élève à réfléchir, à prendre ses responsabilités et surtout à gagner en maturité. C'est une très belle initiative. Effectivement, après ça interpelle un petit peu puisqu'on se dit le fait d'aider les autres devient une punition. Qu'est-ce que ça vous évoque les filles ? Alors moi ça m'évoque plutôt un temps de partage. Je trouve que c'est les responsabilités et les responsabiliser et les faire évoluer. Parce qu'il parle lui de responsabilité, mais au final, ce qu'il veut probablement, c'est leur ouvrir le regard sur autre chose, les sortir du collège, de leur monde quotidien avec leurs parents, leur famille, et puis là, de pouvoir participer à un temps et rendre service à l'autre. Au-delà de la punition, je pense comme lui que c'est un fort enrichissement pour les jeunes. Je suis totalement d'accord. Pour moi, ça me fait penser un peu à l'éducation positive, pour le coup. Et je trouve que depuis tout à l'heure, on n'engage que des news qui s'alignent sur l'humain. Et je trouve ça super comme action. Effectivement, c'est l'objectif. On est dans le NJ Show, on est dans une émission positive. Et on va passer maintenant à un sujet sur l'IA, Joya, justement, de l'humain vers la technologie. Qu'est-ce qui s'est passé en Colombie ? En effet, NJ, voteriez-vous pour une IA ? En Colombie, l'une des candidates aux élections législatives de mars est une intelligence artificielle. Elle a la peau bleue, elle s'appelle Gaitana, comme une célèbre autochtone et symbole de la résistance indigène. Elle se définit comme environnementaliste et protectrice des animaux. Vous en pensez quoi, les filles ? Moi, ça m'interpelle quand même, faire intervenir déjà une IA dans une élection. Je trouve que c'est très interpellant pour nous. Et peut-être ça pose la limite de ce qu'on peut accepter ou non vis-à-vis de l'IA. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a pour moi une contradiction entre la volonté d'élire un président qui est une intelligence artificielle et qui se dit avoir pour objectif la protection de l'environnement et des animaux. Donc c'est peut-être, à mon sens, pour faire réagir en fait l'être humain et le pousser à se demander où est la limite entre l'intelligence artificielle et l'humanité et comment jusqu'où on peut utiliser l'IA dans nos vies actuellement.
Non, t'as raison, je pense aussi que c'est un acte symbolique, surtout. Ils ont voulu éveiller les consciences avec une action un petit peu forte qui fait penser voilà, au personnage d'Avatar hein, qu'on connaît bien. Après, voilà, comme on disait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a comme projet derrière concret ? Et quel humain, parce qu'il y a toujours des humains ou des concepts, voilà, comme tu disais, des algorithmes aussi qui tirent les ficelles. Mais qui tire les ficelles du coup ? Donc, vraie question. C'est bien ça la question. Qui tire les ficelles ? Exactement, qui tire les ficelles. Qui tire les ficelles ? La manipulation, la responsabilité, tout ça, je pense que c'est aussi des choses qui font un peu peur. Mais en effet, qu'est-ce qu'on dit du Green IT, Angie, Jessie ? Yeah, j'adore le concept de Green IT. La technologie au service de la spiritualité. Pourquoi pas, hein ? Ah là là là. Et mais ouais, en tout cas, affaire à suivre. On va suivre ça de près sur le NJ Show. Hein, c'est intriguant en tout cas. Est-ce qu'on a une IA qui va devenir présidente de la Colombie ? Ça serait un petit peu ouf. En tout cas, en France, on verra si la question se pose l'année prochaine. Et pour finir, une petite news, c'est Banlieue Ouest Média qui prépare une compilation pour la fin de l'année et qui adresse un appel aux artistes féminines. Donc si tu es artiste et que tu es une femme et que tu nous écoutes, n'hésite pas à les contacter sur Instagram. Avis aux chanteuses. Et en tout cas, un grand bravo à Banlieue Ouest Média qui fait beaucoup pour les artistes indés. Donc gros big up à eux, on les salue. Alors ça buzz cette semaine, c'était les influenceurs à Dubaï. Alors effectivement, ces derniers jours, on a eu une réaction en chaîne avec l'annonce des bombardements, les publications des influenceurs qui ont commencé à Dubaï justement à nous relayer ce qui se passait à leur manière. Et puis les parodies qui ont aussi inondé la toile de ces influenceurs. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, les filles, c'est est-ce qu'au final, justement, les écrans, ils ne coupent pas d'une réalité qui peut être sérieuse et grave ? Parce que moi-même, je rigolais sur les vidéos drôles et je me disais, c'est quand même fou parce que toutes les vidéos que je vois... c'est des trucs qui rigolent de la situation, mais est-ce qu'on a une guerre qui est en train de commencer ? C'est quand même un sujet sérieux. Est-ce que les écrans ne nous coupent pas un petit peu d'une réalité qui est sérieuse ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il y a quand même une tendance sur les réseaux sociaux à vouloir tout parodier. Donc, si je me place du point de vue d'une avocate en propriété intellectuelle, on peut se dire « Ah ben, on a quand même notre droit à la liberté d'expression. On peut tout tourner en dérision. On a le droit, en France en tout cas, on peut rire de plus ou moins tout. Tant qu'évidemment, on ne va pas heurter l'autre. Mais effectivement, peut-être que cette manière-là d'appréhender l'image, les vidéos, les situations, en fait, la réalité, elle est totalement détournée avec les réseaux sociaux. Donc, cette consommation-là de l'image, effectivement, elle pose, je pense, de vrais enjeux. Tu n'as pas l'air d'être d'accord. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire comprendre. Non, si. Mais il y a quelque chose de controversé. Je dirais que la dérision dont tu parles, est-ce que c'est pas une manière de survivre ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, les personnes qui prennent leur téléphone se retrouvent face à la réalité constante dès qu'il y a des atrocités, dès qu'il y a des choses comme il se passe à Dubaï, etc. La première chose qu'on fait, c'est prendre notre téléphone et aller sur les réseaux sociaux et scroller. Et au-delà de l'humour, on y voit aussi cette réalité. Chaque jour, j'ouvre mon téléphone, je regarde mes stories, il y a des gens qui partagent des choses sur des points de vue différents, mais ça n'en change pas moins que je suis d'accord avec ce que tu dis à moitié, parce que on garde quand même cette réalité malgré tout. Peut-être que sur les réseaux sociaux, comme il y a un écran, on est quand on tourne soit avec soi-même, on n'a pas l'autre et on n'a pas ses réactions. Donc je pense qu'on s'autorise à faire des choses qu'on s'autoriserait pas dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, il y a toujours une conséquence. Et la conséquence, c'est que si j'ai dit j'ai dépassé les limites, la personne, sa violence, elle va pas l'exprimer avec des mots. Donc je prends un risque. Le fait d'exprimer les choses par les réseaux sociaux qui sont peut-être des vérités que eux, ils ressentaient dans leur... qui étaient pour eux des vérités, là, ils ont un terrain de jeu énorme
et c'est partagé avec tout le monde parce que c'est relayé. Alors ça passe avec l'humour, parce qu'en France on fait passer beaucoup de choses avec l'humour, Oui. et que ça a toujours été une manière de faire passer des messages, parce que si on écoute derrière, on se dit ah ouais, en fait il y a une certaine amertume de pas avoir fait certains choix, et du coup ça leur permet d'exprimer ce qu'ils ont envie de faire passer, mais derrière il y a je vis quelque chose qui est désagréable, je m'autorise à partager ça via les réseaux sociaux. Je suis, pour certains, pas sûre qu'ils aient conscience de l'effet et l'impact que ça peut avoir derrière, en fait. Oui, alors là où je rebondis notamment sur ce que disait Joya, c'est que on est tellement martelé d'informations aujourd'hui que l'humour devient aussi une protection. Et franchement, je fais un gros big up à tous les créateurs de contenu qui font un travail de fou, qui arrivent à trouver des choses décalées, des fois dans des tons très réduits. Hein. On a les premières vidéos drôles qui ont émergé tout de suite. Et ils font un travail exceptionnel. Et ça peut donner effectivement, comme tu disais Jessie, ce côté la génération prend à la légère, mais c'est aussi un rempart parce qu'on est tellement martelé d'images négatives que l'humour est aussi une manière de se protéger, de dédramatiser une situation. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une manie de tout filmer, même les choses graves, comme tu pouvais le dire, qui Oui. est... Après, je pense que, comme tu dis, l'écran est un rempart. Et du coup, on se permet peut-être des choses qu'on ne se permettrait pas dans la vie réelle, tout en se disant que ça nous permet peut-être de prendre une distance aussi, pour se protéger. Je te rejoins sur le côté très protecteur. Et puis, on va pas se mentir, avec l'humour, on arrive à faire émerger plein de jolies choses. Donc voilà, je pense que c'est un terrain de jeu hyper intéressant. Oui, exactement. Et après, il y a des influenceurs aussi qui relayaient très factuellement ce qu'ils vivaient en montrant les images. Et il y en a d'autres qui ont essayé d'exploiter les choses sous forme de buzz. Et on les connaît, ils sont toujours comme ça, à se tourner un petit peu en dérision. Mais moi, je sais par exemple qu'à titre perso, j'étais dans les attentats de Londres. À aucun moment, ça me serait venu à l'idée de filmer, en fait. Il y a plutôt ce côté... dramatique de se dire comment je vais survivre. Il y a quand même une deuxième question, je trouve que ça pose et que je voulais vous poser les filles. Est-ce que on n'a pas aussi une page qui se tourne par rapport à ces influenceurs qui ont beaucoup été idolâtrés à différents moments? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'ils soient autant tournés en dérision comme ça révèle pas qu'il y a aussi un changement un peu de mentalité par rapport à eux et que un changement d'image? Alors, je sais pas si, en fait, les influenceurs touchent peut-être une certaine... ont un public peut-être un peu particulier. Je ne sais pas si c'est ce public-là est le même que le public des humoristes, qui peut-être ont d'autres attentes, tu vois. Et du coup, je sais pas si ça change le regard ou si le regard, en fait, était déjà différent avant et que là, juste les humoristes se permettent de l'exprimer. Ouais, je suis un peu perplexe, j'avoue. Est-ce que c'est un regard qui change ou est-ce que c'est une évolution de mentalité, tout simplement? Jessie, qu'est-ce que t'en penses? Je suis perdue là. Aide-moi. Moi, alors je sais pas si je vais pouvoir t'aider, mais je me dis que on a un plus grand panel de personnes qui fréquentent les réseaux sociaux et donc avec plusieurs générations. Donc peut-être qu'avant c'était plutôt des jeunes qui s'intéressaient aux influenceurs. Maintenant tout le monde a accès, toutes les générations ont accès à un smartphone, toutes les générations sont sur les grandes plateformes de réseaux sociaux et donc on a quand même diverses façons de voir. Et évidemment, je pense que ces influenceurs-là dont on parle, ils gardent leur public à eux. C'est juste que le public est plus large et plus varié, donc on va avoir des positions peut-être plus contradictoires qu'on ne l'avait auparavant. Et est-ce que le fait de dire que toutes les personnes au final arrivent sur la même échelle à avoir un smartphone, accès aux réseaux sociaux, etc., ça déconstruit pas quelque part ce rôle d'influenceur? Le fait de se dire, moi aussi aujourd'hui je peux potentiellement faire des vidéos, et dans ce cas-là, est-ce que je suis considérée comme un influenceur? Ou est-ce que juste je peux moi aussi à ma façon me créer une communauté sans porter d'étiquette? Ouais, c'est vrai.
Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est justement la tendance qui est observée là, hein. C'est-à-dire qu'on assiste, il y a beaucoup de... dans les analyses qui sont faites de choses qui établissent que les gros influenceurs sont justement sont devenus des gros business et sont en train de perdre en force de frappe et qu'il y a une émergence des influenceurs et des créateurs de contenu intermédiaires qui ont des commus beaucoup plus engagés, qui ont des contenus plus qualitatifs aussi. Donc il y a effectivement un renouvellement dans justement les attentes du public, je pense aussi. Ce même public que tu disais qui suivait ces influenceurs il y a 5 ans, il a d'autres attentes aujourd'hui. Et justement, il y a ce renouvellement qui fait que les mentalités changent. Mais ouais, en tout cas, ça a été une sacrée semaine médiatique. Il n'y avait rien qui allait, hein, honnêtement, autant que ce soit dans les médias sérieux que dans les médias divertissement, il n'y avait rien qui allait. Mais bon, en tout cas, pour les analyses géopolitiques, bien sûr, je vous invite à aller consulter les experts et on pense bien fort aux personnes qui vivent en tout cas cette situation compliquée. Alors, le coup de gueule de la semaine, c'est Matt Damon, qui après avoir plusieurs fois sauvé le monde en agro, effectivement, Netflix a mis en place des nouvelles règles qui contraignent les scénaristes, puisque nous sommes de plus en plus nombreux à scroller sur nos téléphones tout en regardant des films. Et j'étais moi-même assez mal à l'aise, puisque je suis tombée sur cette news alors que je scrollais en regardant un film, ou du coup en ne regardant pas un film. Netflix a imposé des règles aux scénaristes. Déjà, petite question les girls, est-ce que vous scrollez en regardant des films ? Oh là là, moi je dois avouer que je scrolle en regardant des films, en regardant des reportages, des documentaires, et je scrolle, très souvent, je fais très souvent 2 choses en même temps, mais j'ai une limite de temps sur mon téléphone. Ah, ça c'est pratique. Toi, tu scrolles ou pas ? Jessie, quelle est ta recette secrète ? Je ne comprends pas. Je suis incapable de faire 2 choses à la fois. Je ne scrolle pas quand je regarde un film. Si je scrolle, je suis obligée de remettre en arrière. Ah oui, alors, non, enfin, en fait, on fait mal les 2 choses d'après moi. On scrolle mal et on regarde mal on le fait tout reportage. Mal. C'est donc malheureusement, notre attention ne peut pas être décuplée. Moi, je fais un truc encore pire en fait. C'est-à-dire que moi, je regarde un film, donc je ne scrolle pas plusieurs films, puisque en général, je fais autre chose en même temps. Donc soit je lis, soit je fais un truc de manuel, j'écris, je dessine. Donc en fait, je ne peux pas être en train de scroller des films et en plus en train de faire autre chose en même temps. Là, je pense que je me perdrais. Donc non, je reste sur mon film. Par contre, souvent, mon mari me dit « Mais comment tu fais pour lire en même temps ?» Je dis « Je sais pas, c'est comme ça, j'ai besoin de faire un deuxième truc. » Je ne sais pas. Alors nous, comme disait justement Joya, nous on le fait mal, hein. Par contre, du coup on ne suit ni l'histoire, ni à peine ce qu'on lit. Mais du coup, tu fais partie des dernières spécimens de l'humanité qui ne fait pas ça ? Oui, tout à fait, je ne fais pas ça, je n'y arrive pas, j'aimerais pouvoir. Donnez-moi votre recette. Mais tu fais quoi ? Tu fais comment ? Tu es monotache. Mais c'est un mythe, l'histoire des femmes qui savent faire plusieurs choses à la fois. En tout cas, mais du coup, ne le fais pas. Pour notre pauvre Matt Damon, ne le fais pas. Non, continue. Matt Damon, je suis avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Si tu m'écoutes. Alors, quelles sont ces fameuses règles qu'impose Netflix ? Déjà, la première, c'est que normalement, dans les films d'action, il y a une montée progressive en puissance. Et ensuite, tout explose à la fin. Et les scénaristes, maintenant, ils ont pour contrainte de, dès les 5 premières minutes, mettre une scène d'action. Et alors je sais pas si ça vous fait ça aussi vous, mais c'est vrai que j'avais remarqué, c'est qu'en fait ça nous casse la tête tout de suite. Et en fait nous, quand t'as l'habitude de voir des films où il y a une intrigue, où c'est mystérieux et où bim ça explose, il y a une mise en contexte normalement. Au début du film il y a une mise en contexte. Alors là, si au bout de 5 minutes on a déjà une scène d'action, ça va être peut-être plus compliqué de comprendre le contexte du film, quoi. C'est pour capter notre attention, je pense, et pas que notre cerveau déconnecte de ce qu'on est en train de regarder, non ? Oui, mais c'est magnifique parce que les jeunes générations, leur attention, c'est 30 secondes. Donc en fait, ça veut dire que bientôt, dans le générique, on aura la scène d'action. Attention. Oui, mais là, pour rappel, c'est parce qu'on scrolle. Donc en fait, c'est pour qu'on détourne nos yeux de l'écran et qu'on regarde. Sauf qu'ils nous font déjà mourir des personnages alors qu'on les connaît même pas encore. On s'est même pas encore attaché. On s'est pas attaché, oui, et puis ça nous casse la tête, en fait, directement. Joya, t'en penses quoi, toi ? Je suis d'accord, c'est vrai. Ça me fait penser un peu au film L'amour ouf où t'arrives sur la première scène et tout de suite, bon c'est trompeur, mais tout de suite t'as une scène violente et ça me fait penser un peu à ça. Je me dis ouais non, je suis d'accord avec toi Envy.
Non. Donc totalement d'accord. Totalement d'accord. Où est le plaisir de regarder un film s'il n'y a pas de l'adrénaline progressive? Et l'intrigue, et le cadre, et l'attachement au personnage. Ah, Et l'attachement au je- personnage. Je comprends. Et donc la deuxième règle qu'impose Netflix aux scénaristes, c'est de répéter 3 ou 4 fois l'intrigue au cours du film. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On va peut-être avoir un cinéma nouveau, enfin des films construits, enfin c'est ce qui va arriver, enfin, c'est ce qui arrive je pense avec les règles Netflix. Moi j'ai hâte de savoir comment le cinéma français, le cinéma d'auteur va réagir à ça. Et est-ce que les Français vont vouloir garder leurs films classiques ou suivre les règles Netflix qui vont à mon sens donner naissance à un genre nouveau dans le cinéma? Bah tu parles du cinéma français, mais là c'est Matt Damon qui s'énerve, hein. Donc Ouais. c'est même tous les ouais. professionnels du métier qui hurlent au scandale. Moi je trouve que c'est assez marrant, je l'avais un peu constaté, parce que moi j'aime bien le côté mystérieux des films, ou les films comme Inception, où on les regarde 3-4 fois et on redécouvre des choses. Et là c'est vrai que regarder un film et d'un coup avoir le personnage qui dit « Mais non, tu sais bien, parce que comme nanana, et ben il s'était passé ça, et après il s'était passé ça ». Du coup, ça enlève complètement tout le côté mystère de l'intrigue, puisqu'on nous donne tout sur un plateau. T'es en train de nous dire qu'il y a un décodeur intégré au film, en fait, c'est ça? Des Ben, fois que c'est t'as un pas peu ça. compris le concept, C'est il un y a peu déjà ça. le décodage. Le personnage principal te fait le décodage. C'est ça que t'es en train de nous dire. Bah oui, ça donne un côté totalement même ridicule de dire on Bientôt, sait. Tu n'avais pas compris l'intrigue. Nous te l'expliquons encore une fois. bientôt, ils vont te faire une face cam, ils vont te regarder dans les yeux et ils vont te dire petit rappel. Mais c'est exactement ça. On a l'impression que d'un coup il se tourne vers nous, il dit au fait il s'est passé ça parce qu'en fait il s'était passé ça. Et t'es là, bah je sais, je vous regarde. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait bondir tout le monde là, et après c'est vrai que ça pose la question, et je vous la pose aujourd'hui, est-ce que du coup c'est à la culture de se mettre à notre niveau parce que nos modes de consommation changent, ou est-ce que c'est pas à nous de rester dans capacité quand même de, de se concentrer plus d'1 heure sur quelque chose? Moi, ça me rassurerait si c'était à nous quand même de rester un petit peu concentrés. Je pense que c'est après avoir notre mode de vie qui nous permet de le faire, parce que sinon ça veut dire qu'on descendrait tous de capacité. Or, je pense qu'il vaut mieux toujours évoluer et nous tirer vers le haut que vers le bas. Donc moi, je serais plutôt favorable à la montée des capacités. Je rejoins totalement Marilyn pour le coup. Moi, je pense qu'il y a une évolution inévitable. Là, Netflix impose de nouvelles règles aux scénaristes. Nous, ça signifie quand même que nous, notre mode de consommation de l'information et de la culture a changé. Le changement, il est déjà réalisé. Donc, certes, oui, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, dont le cinéma, mais effectivement, je ne pense pas qu'un retour en arrière soit possible. Je pense que tout va évoluer différemment. Oui, alors Dieu merci, cela ne concerne qu'une partie, hein, puisque c'est les règles que demande Netflix, mais Oui. ça ne contraint pas encore, Dieu merci, tout le cinéma. Après, on le voit dans la musique aussi, hein, maintenant. Voilà, moi qui suis artiste, c'est vrai que dès que tu mets un texte avec quelques mots à 3 syllabes, oh là là, c'est une chanson à texte. On est tout de suite dans quelque chose d'érudit alors que t'as juste mis quelques mots. Donc ça touche un petit peu tous les domaines artistiques. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on garde une diversité, c'est-à-dire qu'il y ait des styles pour chaque public et des contraintes pour chaque public. Et ben, affaire à suivre, en tout cas, on verra si la rébellion de Matt Damon peut donner quelque chose, mais c'est un contexte en tout cas très particulier pour la culture. Alors l'histoire de ouf cette semaine, c'est Arnaud Demanche qui est à l'honneur. Arnaud Demanche qui est un humoriste qui est sur RMC tous les matins. Et en fait, il y a quelques mois, il a annoncé sur les réseaux qu'il avait souffert d'anorexie. Et l'anorexie qui est l'anorexie masculine, qui est assez tabou dans notre société, au-delà de l'anorexie en elle-même. Et il a partagé son expérience de manière très touchante. Et il a reçu le courrier d'une petite fan de 16 ans qui s'appelle Olympe et qui lui a dit qu'elle-même, elle était en situation d'anorexie. Voilà, elle souffrait de ce trouble alimentaire, qu'elle était en danger de mort et qu'elle le remerciait d'avoir parlé de ce mal qui la ronge et qui ronge énormément de gens dans notre société. Et Arnaud, il a été très très touché par ce témoignage qu'il a reçu. Il a constaté qu'elle faisait des petites vidéos humoristiques sur les réseaux.
et il lui a fait une proposition assez ouf, puisqu'il lui a proposé, si elle arrivait à prendre 3 kilos, de venir faire sa première partie sur un de ses spectacles. Elle a relevé le défi, puisque c'était son rêve depuis toujours. Elle est parvenue à prendre du poids. Elle a fait sa première partie devant 600 personnes. Elle a fait un carton. À la base, elle devait faire 5 minutes, elle a fait 20 minutes. Et ça s'est super bien passé. Elle continue de se représenter. Arnaud, de son côté, il a annoncé sur les réseaux qu'il prépare son prochain spectacle sur le thème de l'estime de soi. Voilà, qui a pour le moment pour nom Beau tout nu. Et où il va parler justement de notre rapport à notre corps et à qui nous sommes vraiment. Donc, très jolie petite histoire et une belle histoire d'amitié entre Arnaud et Olympe, à qui on souhaite bien sûr beaucoup de succès dans leur projet. Ce thème de l'estime de soi, vous trouvez que c'est important, les filles, d'en parler dans notre société ? Oui, je pense que c'est très important d'en parler. Je trouve que l'histoire que tu nous as racontée, elle est inspirante. Moi, je suis touchée par le fait qu'il ait déjà reconnu avoir eu une maladie dont on parle assez peu, qui est compliquée à prendre en charge, et d'être inspirant pour d'autres, d'accompagner même sans le vouloir, en se disant je lance une petite bouteille à la mer en lui disant c'est 3 kilos. Et l'estime de soi, c'est un sujet qui est pour toute génération, je pense, très important. On peut la travailler de différentes manières, mais je pense que c'est un sujet qui doit être abordé. Totalement d'accord. Je pense que l'estime de soi, c'est un sujet pour chaque personne aujourd'hui. Et c'est assez important dans tout. Ça a un impact sur notre vie personnelle, ça a un impact sur notre vie professionnelle. Et d'avoir fait cet acte, ça ouvre le champ des possibles, qu'au final, tout est possible. Même en partant de 3 kilos. C'est vrai. J'aurais pas dit mieux. Ce qui est aussi admirable, c'est qu'il met quand même son influence au service finalement de ses fans. Et donc ça, c'est quand même un très beau geste et ça témoigne de sa générosité, évidemment. C'est très positif. Et oui, effectivement, c'est une très belle personne, Arnaud, on l'embrasse. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à suivre ça de près. Il s'est d'ailleurs lancé le défi de lui-même prendre 5 kilos de masse d'ici le spectacle de fin d'année. Donc vous pouvez suivre son challenge sur les réseaux qui vient de se lancer. Bon les filles, est-ce que ça va ? Tout se passe bien ? Tout va toujours super bien. Ok, Joy, ça va ? Toujours. On peut pas être mieux. Hein. NJ Show, quoi. Yeah. Ça aussi, c'est Jessie. Très bien. Alors, le gros dos de la semaine, c'est le Midem 2026 auquel j'ai assisté à Cannes. Alors, qu'est-ce que le Midem ? C'est le grand rendez-vous international des professionnels de la musique. Du coup, j'étais obligée d'y assister pour essayer de dégager pour vous les perspectives dans la musique. Vous êtes nombreux à me suivre notamment sur les réseaux et à être artiste indé. Donc, j'y suis allée avec ma casquette d'artiste, mais aussi avec une casquette un petit peu plus journalistique pour vous présenter ici les perspectives 2026. Où allons-nous ? Alors je voudrais déjà adresser un grand message à tous les artistes indés qui nous suivent, un gros message de force, hein. C'est très très dur actuellement, il y a un vrai sujet sur la santé mentale des artistes. D'ailleurs le directeur du Centre national de la musique en a parlé au Midem. Donc vraiment plein de force à vous, ne lâchez pas, documentez-vous le plus possible sur les tendances et sur ce qui se passe, et plein de force à vous en tout cas, je sais que c'est très très dur en ce moment. Donc, et un big up aussi bien sûr à Standing Media et à tous les médias qui soutiennent les artistes émergents pour donner de la force aussi, vous êtes très très précieux. C'est vrai qu'assister au Midem quand t'es artiste, c'est un petit peu comme assister au salon de la pâtisserie quand t'es un cupcake. Et du coup, c'était particulier. Mais en même temps, comme on a de plus en plus cette double casquette aussi où on s'auto-produit, on a besoin de savoir aussi à quelles difficultés sont confrontées les personnes avec qui on collabore. Donc c'était très intéressant. Et je vous recommande d'aller justement au maximum d'événements en lien justement avec le contexte musical pour bien comprendre les mutations actuelles qui sont très très nombreuses. Donc moi j'ai dégagé un petit peu quelques axes importants qui, si vous êtes artiste indé et que vous nous suivez, pourront vous aider dans votre stratégie. La première, c'est l'importance du storytelling. Effectivement, c'est le CEO d'Universal qui a insisté dessus en disant « démarquez-vous ».
ne copiez pas les artistes qui marchent en vous disant voilà, c'est ça qui marche, donc je le fais. Démarquez-vous. Universal recherche des histoires, recherche des pépites, des personnes qui vont vraiment créer un nouvel univers, apporter quelque chose. Donc voilà, pour multiplier vos chances de percer, soyez vous-même, soyez authentique et démarquez-vous. Ensuite, il y a eu un thème qui est pas mal ressorti aussi. C'est le phénomène de glocalisation. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le mot globalisation qui est détourné pour effectivement évoquer le fait qu'on n'est pas sur un grand marché mondial. Voilà, quand on met notre musique sur Spotify, on n'est pas dans un grand hangar et tout le monde peut nous entendre aux quatre coins du monde. On est plutôt porte de Versailles avec les allées, les mini-pièces, les armoires, les tiroirs. Et du coup, ta musique, elle est très vite rangée dans des choses très spécifiques. Et pour que l'algorithme vienne te chercher, te booster, ça nécessite pas mal de choses. Mais voilà, on n'est pas sur un grand marché mondial, on est sur plein de petits marchés locaux. Et du coup, il faut... En fait, ce qui est plutôt valorisant, c'est pas forcément d'avoir des millions de streams, mais c'est d'avoir une base d'écoutants qui est engagée, qui va être présente, qui va être abonnée et te suivre. Voilà. Donc c'est surtout ça qui est regardé, c'est l'engagement de vos fanbases et pas tant que ça le nombre de streams. Ça c'est intéressant à savoir. Ensuite, on a le boss de Live Nation, Angelo Gopé, qui a aussi tenu un discours très intéressant sur le fait qu'il ne faut pas se limiter en termes de territoire. Live Nation, c'est le plus gros organisateur de concerts au monde et voilà, il conseille vraiment aux artistes de voir plus loin que juste leur zone. Voilà, si tu es artiste de reggaeton en Picardie, ne te limite pas à postuler dans des festivals latinos, dans des événements comme ça, parce que tu as tes chances si tu as des streams que tu peux mettre en avant. Alors, pour l'anecdote, j'écoute énormément en ce moment de musique urbaine tribale moldave. Voilà. Et ils doivent se dire waouh, on buzz en France, on a 8 millions de streams. En fait, c'est moi qui les écoute quand je descends en Ardèche. Et du coup, ils doivent se dire waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que du coup, eux, ils auraient jamais pensé à me cibler. Et en fait, je les adore, tu vois. Alors que je ne parle pas leur langue. Voilà, mais je les trouve tellement sincères dans leur démarche et je kiffe leur univers que je les écoute en boucle. Et tout ça pour dire, voilà, ne vous limitez pas en termes de territoire. J'avais un prof de danse qui disait toujours, il y a un public pour tout le monde. Et le tout, c'est juste de trouver votre public. Donc ne lâchez pas, ne vous limitez pas en termes de territoire. Et donc, comme on disait, soyez authentique. Mais voilà. Et il faut savoir que la scène aujourd'hui représente encore 45% du poids économique de la musique, ce qui est énorme. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer dans votre pratique et dans votre stratégie, bien sûr. Mais la scène est en pleine mutation. Voilà. Je ne sais pas si vous allez souvent en concert, les filles. Oui. Non plus. Non. Bon, Joya, ça m'étonne pas. Oui, j'aime bien aller découvrir des artistes émergents, particulièrement. Ok. Donc, j'adore aller dans des petites salles et aller voir. Je connais pas du tout et je laisse le champ des possibles. Alors sache que tu es vraiment une perle rare puisque aujourd'hui la tendance a vraiment évolué concernant les scènes et l'accent est mis sur l'importance de l'expérientiel. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup ressorti pendant cette journée au Midem, puisque en fait on a les 2/3 de la Gen Z notamment qui est vraiment en recherche de cet expérientiel et n'attend pas seulement un concert mais vraiment une expérience globale, multisensorielle, intense. Et il y avait notamment des représentants du Tomorrowland qui est un énorme festival électro et des représentants du Golden Coast qui est un festival de rap aussi. Et ils ont parlé de l'importance de leur partenariat avec des marques, avec justement la mise en place de toute une expérience, voilà, où justement assister au festival, c'est pas juste venir assister à des groupes. Tomorrowland, il y a un dress code, c'est un village, il y a tout un mode de vie, en fait, tout un lifestyle avec un mode de logement précis, des salles de sport. Enfin, t'es vraiment en immersion dans un univers pendant le festival.
Et c'est ce qui est très recherché aujourd'hui. C'est ce qui explique, hélas, aussi la difficulté pour les artistes émergents de faire venir des publics pour des scènes où il y a juste un concert. Ce qui est déjà pas mal, mais du coup, j'avoue, on ne fait pas non plus... Enfin voilà, c'est juste un concert. Mais c'est ce qui explique aussi que les petites scènes souffrent, c'est qu'en fait, il y a vraiment une recherche du public de quelque chose de vibrant, de très intense, et ça nécessite bien sûr des moyens du réseau. Mais c'est vrai que c'était assez ouf de voir ce que mettent en place ces gros festivals, et bravo à eux, parce qu'ils ont quand même beaucoup souffert du Covid, et ils ont su aussi réactiver tout ça avec des stratégies et vraiment de l'expérientiel très poussé. Donc c'était méga intéressant. Et leur conseil d'ailleurs qu'ils ont donné, c'est super important, c'est de penser long terme. C'est vrai que moi, on me contacte souvent sur TikTok ou sur les scènes émergentes où je suis. Il y a des artistes qui me disent « Angie, comment je peux percer rapidement sur TikTok ?» Et moi, je leur réponds, moi, ça fait 1 an et demi que je live tous les jours et je sais pas comment tu pourrais percer rapidement parce que rencontrer des gens, créer du lien, ça prend du temps en fait. Donc voilà, pensez long terme. Vous dites pas, parce que j'ai déjà entendu des artistes me dire je voudrais percer vite fait pour faire de l'argent et arrêter. Vous aurez rien vite et vous aurez rien sans travail. Voilà, c'est vraiment dans la détermination, dans le quotidien, dans les efforts, dans le fait de vous renouveler, d'apprendre toujours plus de choses que vous allez pouvoir avancer. Et surtout apprendre de vos erreurs parce qu'on va forcément se tromper, on va forcément avancer à partir de tout ça et toutes ces expériences. Donc vraiment, pensez long terme, restez déterminé et passionné. C'était la conclusion de cette incroyable journée au Midem. Donc voilà, ce que je peux vous dire en tout cas comme conseil aux artistes émergents sur les grosses tendances et les perspectives pour 2026. Est-ce que vous voulez réagir peut-être les filles ? Est-ce que ça vous évoque Alors moi je vais peut-être juste... Ce que j'ai gardé de tout ce que tu as dit, c'est l'authenticité et puis d'avoir son univers peut-être propre. Ok. Je pense que si je devais rajouter un mot, je dirais oser. C'est trop ça, c'est exactement rester authentique. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était des toutes petites salles, il n'y avait pas grand monde. Donc, je suis allée demander au directeur d'Universal à la fin. Je lui ai dit, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des artistes émergents ? Et en fait, sa réponse a été très claire. Il a dit, il faudrait que j'ai le dossier, il faudrait que j'ai les détails. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est de la stratégie chirurgicale. C'est pas des gros moyens et on verra bien. C'est vraiment précis. Et plus vous allez vous documenter sur ce qui bouge et ce qu'il y a comme opportunité, plus vous allez pouvoir définir votre stratégie et une stratégie la plus pertinente possible. Voilà, en tout cas, plein de force aux artistes qui nous suivent. Ok, on va passer aux 3 questions à maintenant et c'est Julia qui est à l'honneur. Comment ça va, DJ Julia ? Tout va bien, toujours. Hein. Le NJ Show, encore une fois. Yeah, les good vibes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te poser des questions parce que le monde des DJ est assez mystérieux en fait pour le grand public. Est-ce que déjà tu peux nous raconter comment cette passion est venue dans ta vie ? Alors, dans mon enfance, j'ai toujours aimé la musique. J'ai grandi entourée de familles et d'amis de cultures et de générations différentes. Du coup, j'écoute énormément de styles musicaux différents et vraiment de toute culture, antillaise, française, camerounaise. Vraiment, j'ai de la musique capverdienne, etc. Donc, j'adorais ça et je suis intimement convaincue que chaque artiste naît d'une émotion forte. Pour moi, ça a commencé par la perte de quelqu'un de très cher. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de remonter la pente. En fait, la musique a été un peu une thérapie pour moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok, une thérapie. Une thérapie. Et là, tu me dis, mais comment ça, une thérapie ? D'une thérapie à être DJ Non, en fait, je pense que tous les artistes qui t'écoutent, ils ont compris ce que tu voulais dire par thérapie. Ouais, non, je pense que c'est ok. Mais après, j'ai transformé avec le temps cette thérapie en moment de partage. Parce qu'en fait, ce qui me plaît vraiment dans l'idée d'être DJ, c'est de pouvoir toucher les gens, pouvoir voir qui prennent du plaisir, qui créent du lien. En réalité, quand je vais mixer quelque part, je suis pas l'artiste qui va venir et qui va dire je t'impose mon univers. Je vais plutôt te regarder et je vais essayer, de te draguer, de savoir quel est ton univers, d'apprendre à te connaître. Ça va être ça un peu, mon challenge en tout cas. Donc t'es une dragueuse. Je suis une dragueuse sur la musique. On peut dire ça. Non mais je vais essayer de savoir
de venir te toucher avec la musique, en fonction de ta génération, ton style. Et ça va être ça, en tout cas ce que je vais faire, c'est ce qui m'alimente aujourd'hui. Et de voir les gens prendre du plaisir, c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et c'est ce qui me nourrit. Un peu le concept de vivre 2 fois plus, pour moi, pour les autres. Et un hommage à tous ceux qui n'ont pas pu le faire. Voilà, j'ai envie de faire danser la personne au fond de la salle qui était venue et qui ne penserait pas se lever. Waouh, c'est beau. Et donc tu crées du lien. Et je crée du lien, c'est exactement. Ça qui donne du sens. C'est ça, c'est l'idée en tout cas. C'est vraiment ça, peu importe l'origine, la culture, la couleur politique, peu importe nos débats, je pense que la musique, ça fait partie des choses qui rassemblent des gens. Et là, je parle vraiment d'humain, au-delà de toute différence. Bah écoute, c'est magnifique, hein. Moi-même je rentre de ma première tournée au Sénégal et c'est incroyable de voir comme tu peux communier en fait avec des personnes d'autres cultures et grâce à la musique en fait, ce lien que ça crée. Donc c'est le plus beau, c'est clair. C'est ça qui est passionnant pour moi. C'est pas juste la musique, c'est tout ce qui va avec. Magnifique. Tu fais quel type d'événement? On va dire que 70% de ce que je fais, ça va être des mariages, des soirées d'entreprise. Tout ce qui va être privé, etc. J'aime particulièrement les mariages parce que ça a quelque chose de symbolique. Que quelqu'un vous fasse confiance pour la plus belle journée de sa vie, en tout cas l'une des plus belles, c'est significatif. Et après, je mixe dans des clubs, je suis partie à l'étranger, je suis partie en Guadeloupe et partout en Île-de-France, en France en général. En fait, je me déplace en fonction des demandes. Et donc tu bouges beaucoup, c'est trop bien. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on voit assez peu de femmes DJ. Est-ce que c'est un univers plutôt masculin et comment ça se passe pour toi au quotidien? Je pense que ça l'était. Je pense que pendant la période du Covid, il y a énormément de femmes qui se sont montrées au grand jour et que ça a aidé. Mais c'est intéressant que tu poses cette question parce que l'année dernière, j'ai vécu un moment avec un homme. En fait, on partageait les platines dans une cabine DJ. Il avait sa propre platine et j'avais la mienne. Et on devait pivoter toutes les heures. Et il s'avère qu'il a saboté mon set. Il a saboté ma partie technique. Pour faire court, il a augmenté au maximum le son de mon casque en mon absence. Il a déréglé des boutons. Et je mets en lumière cet élément-là, pas que sur les actes, mais aussi sur ce qu'il m'a dit. Il a tenu clairement des propos qui remettaient en question ma légitimité à prendre ma place et à m'exprimer, parce que je suis une femme. Et ça, c'est terrible. Pour moi, c'est sur le moment, pour être honnête. Donc il m'a regardé, il m'a dit, j'ai pris le micro, j'animais un peu, et il m'a dit, mais tu n'as pas besoin de prendre la parole, tu n'as pas besoin de parler au micro, tu es une femme, tu te suffis à toi-même. Et j'ai trouvé ça terrible, et je me suis dit, pendant longtemps j'ai été en colère, je me suis dit, vraiment, je voulais pas faire je vais pas faire de délation, je vais pas dire son nom ou quoi, mais au-delà de l'acte en lui-même, ce moment a mis en lumière une réalité encore présente, pour certaines, exister derrière les platines, ou exister juste dans des métiers qui sont entourés d'hommes, demandent parfois plus que du talent, il faut affirmer son droit d'être là. Et plutôt que de transformer cette expérience en conflit, j'ai choisi d'en faire un message. La scène musicale n'a pas besoin d'être un espace où l'on teste, où on fragilise des personnes. Elle peut et doit être un lieu où chacun peut briller sans éteindre la lumière de l'autre. C'est vraiment cet aspect-là. Il y a de la place pour tout le monde pour briller. Et je pense que ça, c'est important de le remettre dans l'axe. Et pour toutes les DJ, vraiment, je donne énormément de force. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde pour briller. C'est vraiment cet aspect que j'aimerais mettre en lumière. Alors, il faut savoir que le monde artistique, c'est un monde qui est compliqué, hein. Moi, je sais que ma grand-mère, qui était danseuse étoile à l'Opéra de Lyon, on lui mettait du verre dans ses chaussons pointes pour justement qu'elle se blesse et qu'elle ne puisse pas danser. C'est un univers qui est hyper dans la compétition. Et c'est dommage que tu aies vécu ça. Franchement, je suis navrée pour toi. Et c'est pas normal, effectivement, qu'en tant que femme, on puisse être encore stigmatisée comme ça en 2026. Il serait temps que les mentalités, elles évoluent, hein, les filles. Casser les codes, on a dit. C'était ça. C'est sûr.
Ben, merci en tout cas pour ce partage, Joya. Et c'est super enrichissant. Et c'est vrai que c'est un univers qu'on connaît assez peu, mais qui fait rêver quand même. Hein. On voit tous les gros événements. Donc bravo à tous les DJ qui nous regardent. Et merci de nous faire rêver comme ça. Alors on va passer maintenant à la tendance de la semaine. La tendance que j'ai eu envie de mettre en avant, c'est le minimalisme. Il y a une citation que j'adore du film Fight Club, qui est « À force de posséder des choses, elles finissent par nous posséder ». Et moi, je rentre, comme je disais, de 1 mois au Sénégal, qui a été une expérience incroyable, où j'étais entourée de gens qui se concentrent sur l'humain et sur l'être, et non l'avoir. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Du coup, j'avais envie qu'on en parle, parce que c'est vrai que dans nos sociétés, c'est vrai que le fait de prendre ce recul, je me suis dit, waouh, c'est vrai que dans nos sociétés, on est tout le temps sur la consommation, et c'est consommer qui apporte du bonheur. Or, il y a une vie en dehors de la consommation, et en vrai, toutes ces merdes, on n'en a pas besoin pour être heureux. Qu'est-ce que ça vous évoque, les filles ? Alors, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant, je pense, du point de vue personnel et plus interpersonnel. D'un point de vue personnel, on peut peut-être se poser la question, tu dis comment ralentir cette consommation ? Peut-être juste se dire, je vais attendre 1 semaine. Si au bout d'1 semaine, j'en ai encore besoin et pas encore envie, peut-être que si c'est un besoin, ça peut être bien de l'acheter, parce qu'un besoin, enfin voilà, on peut répondre à un besoin. Une envie, au bout d'1 semaine, en général, on est, comme on scroll, passé déjà à autre chose, donc peut-être que c'est un bon entraînement d'attendre, le fait d'attendre. J'adore l'idée, c'est vrai. Sortir de l'impulsion et se dire je suis vraiment dans le besoin. Ça, c'est vrai. Est-ce que les filles, vous avez énormément de choses chez vous ou vous êtes plutôt un petit peu à rationaliser l'espace quand même ? Moi, je suis plutôt minimaliste. Alors, j'ai un petit appartement à Paris, donc en fait, Pas le choix. ça force à avoir peu de choses. Mais effectivement, c'est pas maximaliste. J'ai besoin d'espace. Et en fait, j'ai besoin, moi, de ce vide-là. Je sais qu'il y a eu une tendance, il y a quelques années, de tout jeter, de tout trier, de cet écrivain Marie Kondo. Oui, exactement. C'est une série qui a buzzé sur Netflix, la méthode Marie Kondo. J'allais en parler également. Et je vous invite d'ailleurs à la regarder. C'est très intéressant, qui part du principe qu'on ne doit garder que les objets qui nous apportent de la joie. Le reste, on peut débarrasser. Exactement. Donc moi, j'ai testé ça. Très honnêtement, c'est bon. Il faut pas le faire non plus à outrance. Le but n'est pas d'être dépossédé de tous ces biens matériels. Mais je trouve que ça a quand même une vertu de nous obliger à nous demander qu'est-ce qui nous apporte de la joie, comme tu le disais, et peut-être à se recentrer un peu sur soi-même. Je suis d'accord, je suis pas minimaliste, mais... Alors, c'est quoi tes vices, Joya ? C'est quoi J'ai un problème avec j'entasse. J'entasse quoi ? Les baskets, tout ce qui va toucher à la musique. Ouais, non, je suis quelqu'un qui... Je suis une consommatrice, une vraie. Après, si on fait 2 pas de côté et qu'on m'enlève toutes ces choses, je pense qu'il en faut peu pour être heureux, en réalité. Et je suis d'accord avec vos échanges, clairement. Trop bien. Moi, j'avoue, je suis assez minimaliste. Je vide tout le temps tout. Et en plus, surtout que je suis obligée d'avoir pas mal de tenues pour les vidéos, pour les trucs. Et en fait, tous les 2-3 mois, je trie tout et je donne à des associations. Et j'essaye vraiment d'avoir le minimum de choses. Ça m'angoisse énormément, trop de choses en fait. J'aimerais être atteinte de cette... J'aimerais commencer... Quelle est ta recette, MJ ? Je sais pas si c'est une recette, je sais pas si je le recommande, mais j'étouffe. Dès qu'il y a trop de choses, j'étouffe. Ouais, je comprends. Moi, je me contemple dans mon bordel. Mais j'accumule d'autres choses. Enfin, par exemple, les livres, ce sont des choses que j'adore. Accumuler, voir. C'est un petit côté rassurant quand même, qui est quand même de la connaissance autour de moi. Bon, n'analysez pas trop ce profil psychologique. Je te conseille de faire de la sophrologie. Avec Marie-Line. Je te conseille. Non, moi j'ai un Marie Kondo à la maison. Du coup, j'ai investi dans une liseuse, tu vois. Ce qui fait que j'ai beaucoup de livres, mais qu'ils ne voient pas.
Comme ça, comme toi, comme il étouffe quand il y a trop de choses, ça lui permet d'être zen et moi d'être super zen avec tous mes livres. C'est hyper stratégique, j'adore. En tout cas, je retiens le concept du Marie Kondo. J'avoue, c'est fort. Mais c'est bien que vous ayez trouvé comme ça votre équilibre, parce qu'effectivement, cohabiter avec la personne, ça sous-tend d'arriver à se mettre d'accord sur ça. Donc c'est pas simple. Et ben très intéressant en tout cas, merci les filles. Et voilà, essayons de garder comme ça à l'esprit que vous n'êtes pas, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous possédez ou à ce que vous portez. Elle est là. Et si des personnes vous jugent en fonction de ce que vous avez, c'est que c'est pas des très bonnes personnes dans votre vie. Donc c'est sur ce point-là que vous pouvez faire du tri dès à présent. Voilà. En tout cas, voilà, j'invite vraiment à cette réflexion sur l'essentiel qui fait du bien. Et on va passer, en parlant d'essentiel et de bien-être, à notre dernière rubrique. La rubrique des conseils de Marilyn. Marilyn, pour rappel, qui est sophrologue nutritionniste et qui a ouvert un centre de santé à Bois-Colombes. Elle va nous donner des conseils. Le thème du jour, c'est préparer son summer body. Préparer son summer body, un vaste thème qu'il faut peut-être anticiper parfois. Le summer body, ça peut être le summer body de l'année d'après. Il faut savoir se préparer. Vous avez quand même les gentils, elle nous laisse du temps. Le summer body de l'été d'après, on est tranquille. Oui, on a du temps parce que peut-être des fois, il faut s'autoriser à pas pouvoir faire une révolution complète dans ses habitudes. Du coup, le challenge pour moi était de ne trouver que 5 choses pour atteindre votre body summer. Ça a été de les choisir le plus difficile. Donc on est parti en numéro 1. Le plus important peut-être pour moi, mais Attention, prenez de quoi noter. pour votre santé, pour votre body summer, une chose. Les légumes sont vos alliés. Aïe, on vient d'avoir 35 crises cardiaques en t'écoutant dans le public. Les légumes, les gars, ben oui. Oui, un essentiel de notre vie. Les légumes, source de vitamines, de minéraux qui sont là pour nous accompagner tout le temps. Mais on ne va pas les consommer tout seul. J'espère que vous n'aviez pas zappé. Nous sommes toujours là. On a besoin des féculents. Avec. Oui, parce qu'on a une l'option- question d'un auditeur qui dit « Les frites sont-elles des légumes ?» Les frites et les pommes de terre sont des féculents. Mais l'idée, c'est de se dire que à chaque repas principaux, midi et soir, on n'est pas obligé d'avoir des légumes au petit-déj. Non, on se rassure. L'idée, c'est de se dire, dans mon assiette, je mets la moitié de l'assiette avec des légumes, la moitié de l'assiette avec des féculents, du riz, des pâtes, des pommes de terre. Pourquoi ? Parce que si je ne mets que des légumes, je vais avoir toujours faim. Et quelqu'un qui a toujours faim peut être hyper désagréable. Donc on ne veut pas ça pour préparer son été. Non. Oui, beaucoup de gens sont grognons quand ils ont faim. Donc non. Du coup, ça, c'est notre première idée. Alors, bien sûr, on se détend. Les légumes, c'est cru, c'est cuit, c'est en soupe, c'est en conserve, c'est surgelé. On se facilite la vie et on ne se stresse pas. La salade verte fait son effet. Ok. Ok, deuxième objectif. On s'est dit avoir un apport, et alors là, je le dis haut et fort, mesdames, en protéines. L'apport en protéines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je mange de la viande, du poisson, des œufs, du tofu ou des légumineuses si je suis végétarienne, midi et soir. Parce que le body summer, c'est éventuellement aussi avoir du muscle. Enfin, je sais pas, si on a le ventre plat, on est quand même mieux à la plage, non ? Donc, Sinon, on est tout n'oublie pas. flasque. Sinon, on est tout flasque et on ne peut pas aller faire le troisième point. Donc, c'est pas bon. Donc, comme on ne veut pas perdre du muscle, parce que le problème de la perte de poids, c'est qu'on risque de perdre du gras et du muscle, on optimise parce qu'on ne veut pas refaire 10 fois la même chose. Okay ? Après, on garde son body summer. C'est ça l'objectif. Troisième chose hyper importante, on boit de l'eau. On est OK ? On oublie les autres boissons. Du coup, on a un auditeur qui demande est-ce que l'alcool, c'est de l'eau ? L'alcool n'est pas de l'eau. Non, non. Et par contre, l'alcool, on fait attention, ça déshydrate. Donc, l'idée, c'est de se dire un verre d'alcool, 1 ou 2 verres d'eau derrière, histoire de se réhydrater. Et puis alors, on se fait un petit peu mal, mais un verre d'alcool, c'est aux environs des 100 calories. Je vous laisse aller voir combien il faut faire d'activité physique pour les éliminer. Oups, je vous ai perdu. Alors, ils peuvent dire qu'en soirée, ils dansent.
Est-ce que ça compte? Oui, parce que c'est notre 4e point, c'est faire de l'activité physique de manière régulière. Bien sûr. Et la danse, c'est de l'activité physique. Donc on va en boîte, on écoute le DJ et on danse. Parce que de toute façon, il a compris ce qu'il nous fallait. Et on a si justement j'ai le bien tout DJ compris. qui est là en plus. Voilà. Moi, je vous ai ramené toute la panoplie. Génial, j'adore. Voilà. J'adore. Donc C'est- après, en activité physique, c'est tout. On ne se met pas une pression immense. On fait de la marche, on fait son ménage, on monte les escaliers, tout est bon, on prend. L'idée, c'est peut-être d'en faire un petit peu chaque jour, qu'une fois dans la semaine, 3 heures, ça nous sert beaucoup moins. Dernier point, c'est de dormir suffisamment. Aïe, Joya. Je vais quitter cette table. Non, reste. Donc l'idée, c'est que petit à petit, on atteigne un petit peu les objectifs de sommeil. Les objectifs de sommeil, c'est entre 6 et 8 heures. Petit dormeur 6 heures, grand dormeur 8 heures. On sait qu'avec un manque de sommeil, on a tendance à prendre du poids. Et rien qu'en rajoutant une demi-heure de sommeil, on perd du poids. Donc dormez pour éviter aussi le grignotage. Ok, moi ça m'arrive de dormir 20 heures, c'est bien du coup. Ça te permet de récupérer. En fait, c'est moi qui dors pour Joya. Ça pouvait avoir un effet immédiat sur moi, ça serait cool. Tu m'étonnes. Bah, merci Marilyn encore, en tout cas. Merci beaucoup. Donc comme elle disait, ça peut être pour cet été ou le prochain. Mais pour cet été, c'est quand même mieux pour votre santé. On va faire un petit récap peut-être des 5 points. Pour être au top, légumes, féculents, viande, poisson et œufs, midi et soir. Et de l'eau à volonté. Ça, c'est toujours à volonté. Activité physique et sommeil. Ok, et je pense qu'en suivant même tous ces conseils, vous risquez d'être heureux. C'est aussi, c'est aussi le risque, c'est que vous risquez d'être en bonne santé et d'être heureux. Donc merci beaucoup pour ces super conseils Marilyn. Et c'est sur ça que s'achève notre émission. Donc moi je voudrais tous vous remercier de votre attention et remercier la super Dream Team qui est autour de la table. Merci les girls. Merci, comment ça va? Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Ok, Super, merci de m'avoir invité. avec grand plaisir. C'était super, merci beaucoup Angie. Et peut-être à une prochaine. En tout cas, un grand merci à tous pour votre attention. Merci les filles. On se retrouve très bientôt pour un NJ Show. Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas à m'écrire sur écoutenj@gmail.com. Et en attendant, restez positifs. Bye bye tout le monde. Ton émission Good Vibes de la semaine.